Bonjour Philippe Delorme. Bonjour. Vous êtes historien et journaliste français à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. On vous retrouve chaque jeudi dans Valeurs Actuelles. Alors, vous écrivez Les rois éphémères, ces personnages qui étaient nés pour régner, mais dont le destin on a voulu autrement. Vous êtes un spécialiste vous-même des têtes couronnées que vous avez rencontrées tout au long de votre carrière, notamment à Point de Vue, le magazine qui fête ses 75 ans. Mais là, vous vous êtes intéressé à des personnages que l'histoire a parfois vite effacés, les rois éphémères. Une cinquantaine de portraits, 50, pas un de plus, pas un de moins. Oh, c'est un chiffre qui m'a semblé convenable pour faire un livre d'une taille moyenne, d'une taille normale. Je voulais des chapitres qui soient assez courts, étant donné que certains de ces personnages sont très peu connus, ont laissé très peu de traces dans l'histoire, donc je ne pouvais pas me permettre d'en parler sur de très très longs chapitres. Et puis j'ai voulu que les lecteurs puissent un petit peu se balader à l'intérieur du livre, lire un chapitre après l'autre dans le désordre. Enfin, il n'y a pas de continuité véritablement d'un chapitre à l'autre. Donc c'est une promenade à travers l'histoire et à travers les souverains depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours. Haute antiquité, on va y aller tout de suite sur les 164 princes qui ont gouverné Rome jusqu'à sa chute. Seulement un tiers a succombé à des causes naturelles. Il n'était pas simple d'être le continuateur de Jules César à l'époque. Et vous vous intéressez à un personnage alors peu connu finalement qui s'appelle Romulus Augustule, empereur romain d'Occident, mais moins d'un an. Pourquoi lui? Alors parce que c'est le dernier empereur romain d'Occident en 496, c'est la fin traditionnellement d'ailleurs de l'Antiquité, le début du Moyen Âge, même si aujourd'hui on revient un petit peu sur sur ces coupures un peu artificielles de l'histoire. En tout cas, c'est le moment où donc les invasions barbares ont complètement submergé l'Empire d'Occident, où les Francs d'ailleurs avec Clovis vont bientôt s'installer et fonder petit à petit ce qui deviendra la France. Et donc ce dernier empereur d'Occident, qui est un adolescent, qui a été placé là par son père, donc est détrôné, lui n'est pas tué. Donc vous voyez, c'est un peu le contre-exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure. Il va être déporté, sans doute installé dans une villa sur la côte italienne. Enfin, on ne sait pas bien quel sera son destin. En tout cas, les symboles, les régalias de l'Empire, le sceptre, la couronne, etc., sont renvoyés à Byzance, donc à Constantinople, et donc il n'y aura plus qu'un seul empire, l'Empire romain d'Orient, qui va lui durer encore un millénaire, jusqu'à la conquête turque. Romulus Augustule, allez, on part en France si vous voulez bien. Là, la liste est longue aussi, ces rois de France qui ont régné que quelques heures. On pense à Jean Ier, le fils de Louis X le Hutin. Vous étiez déjà intéressé à ce personnage-là. Jean Ier, dans son berceau, il a été empoisonné avec un Oui, manque alors il y a une énigme, il y a plusieurs énigmes dans l'affaire de Jean Ier. Je rappelle qui c'est donc le fils de Louis X le Hutin, c'est le petit-fils de Philippe le Bel. Vous savez, Philippe le Bel qui meurt en 1314 et qui est maudit, dit-on, par les Templiers sur leur bûcher. Donc, c'est la fin des Capétiens directs. Les trois fils de Philippe le Bel vont mourir sans descendance. Le premier, au moment de mourir, donc Louis X le Hutin a épousé en deuxième noces Clémence de Hongrie, qui est enceinte, qui va donc accoucher de ce jeune, de ce petit Jean Ier, dit le posthume, mais Jean Ier le posthume va vivre très brièvement, puisqu'il va mourir au bout de 2 jours, 3 jours, une semaine, enfin on ne sait pas bien exactement, en 1316. Et il va donc le trône va passer à ce moment-là à son oncle Philippe V le Long. Donc on a chez ce petit Jean Ier le posthume l'exemple d'un roi éphémère, mais en même temps on a plusieurs énigmes, comme vous le disiez, autour de son destin, puisque soit on ne sait pas s'il est mort naturellement, beaucoup d'enfants mourraient au berceau à l'époque, ça n'aurait rien d'extraordinaire. Mais on a parlé d'un empoisonnement, en particulier de la part de la fameuse Mao d'Artois. Enfin, je pense que tout le monde se souvient de la fameuse série du roman de Maurice Druon, Les Rois Maudits, et puis de cette série télévisée avec Jean Piat et Hélène Duc dans le rôle de la fameuse Mao d'Artois, de l'affreuse Mao d'Artois.
Voilà, donc est-ce qu'il a été empoisonné, est-ce qu'il est mort naturellement, on ne le sait pas. Il y a une deuxième énigme qui serait son évasion, puisque quelques années plus tard, un Italien, Guccio, Giovanni Guccio, va venir en France et va, disons, se proclamer Jean Ier le posthume survivant. Alors on pense que c'est probablement un usurpateur, un mythomane, un mystificateur, mais enfin bon, c'est une nouvelle énigme qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'histoire de France avec Louis XVII, un peu plus tard, dont je me suis aussi beaucoup intéressé. Alors, on connaît le sort d'autres rois, bien évidemment. On connaît le sort de Louis XVI, on connaît le sort de Louis XVII, malheureux fils de Louis XVI. On connaît le sort du frère de Louis XVI, Louis XVIII. Et puis, on s'aperçoit que les monarchistes aujourd'hui ont un prétendant qu'ils appellent Louis XX. Et on se dit, mais alors, où est Louis XIX? Eh bien, vous nous dites, vous, que Louis XIX, il a bien évidemment existé et que son règne a pris fin d'une simple phrase. Oui, alors vous savez, c'est la fameuse poésie de Prévert, je crois, hein, Louis XIX, Louis XX, etc. Effectivement, il y a eu un Louis XIX, même s'il n'est pas dans les livres d'histoire. Il a régné 2 minutes, enfin on ne sait pas, 2 minutes, 20 minutes, les historiens s'interrogent un peu. Alors on est en 1830, au moment de la révolution donc de juillet 1830. Charles X est obligé de quitter Paris face à l'émeute. Il se réfugie d'abord à Trianon, ensuite à Rambouillet. Et là, Rambouillet, voyant que tout est perdu, il décide d'abdiquer. Bien sûr, s'il abdique, selon la tradition, je dirais, royale, c'est son fils, donc le duc d'Angoulême, marié d'ailleurs à la fille de Louis XVI. Hein, il avait épousé sa cousine Germaine. Donc le duc d'Angoulême, le dauphin, qui devient immédiatement le roi, donc Louis, il s'appelait Louis-Antoine, donc Louis XIX. Mais Charles X, je dirais d'un trait de plume, biffe ce règne éphémère, puisqu'il dit mon fils renonce avec moi et le trône passera directement sur la tête de mon petit-fils, donc non pas le fils du duc d'Angoulême, mais le fils du duc de Berry, qui était le frère d'Angoulême, qui avait été assassiné en 1820 devant l'opéra par Louvel, hein, et donc le petit-fils de Charles X, petit duc de Bordeaux, futur comte de Chambord, va donc devenir à son tour Henri V pendant quelques jours, puisque Louis-Philippe va devenir roi des Français le 7 ou le 9 août suivant. Donc on a, voilà, entre Charles X et le petit Henri V, on a ce règne plus qu'éphémère, puisque ça a été le règne d'un trait de plume. Hein, le temps que Charles X signe son abdication, il a tendu sa plume à son fils en lui disant « Maintenant, vous signez immédiatement votre propre abdication et vous laissez la place à votre neveu. » Donc c'est vraiment le règne le plus court de l'histoire, probablement. Avec, comme vous l'avez dit, un détail de l'histoire remarquable, puisque ce duc d'Angoulême, le fils de Charles X, est marié à la propre fille de Louis XVI, qui est à la mort, et qui, même encore quelques semaines avant la fin du règne de Charles X, eh bien, se promène et est considérée quasiment comme une sainte par beaucoup de Français qui l'acclament. C'est la seule survivante du Temple, hein, puisque au Temple, Louis XVI, Marie-Antoinette, Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, et puis Louis XVII sont morts. Donc la seule qui sort vivante du Temple, c'est Marie-Thérèse, donc Madame Royale, qui va épouser effectivement quelques mois plus tard son cousin germain, le duc d'Angoulême. Hélas, le couple n'a pas d'enfant. Et puis, Marie-Thérèse, même effectivement, si elle est très aimée de certains Français, elle est sans doute la plus populaire de la famille, parce qu'elle représente quand même ce lourd passif de la Révolution. Hein. Elle est un peu une faute vivante, enfin un remords vivant pour les Français. Lorsqu'on la voit passer, on pense au roi qui est mort au Temple, à la reine, au petit Louis XVII. Donc, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui traîne tout ce remords de la Révolution avec elle. Donc, on la voit mal, enfin, on l'aurait mal vu devenir reine de France. Puis la Révolution de 1830, de toute manière, voulait balayer les Bourbons, et donc il n'était pas question de mettre le duc d'Angoulême sur le trône.
Et donc en 1830, elle retrouve le chemin de l'exil. Alors, elle retrouve le chemin de l'exil qu'elle avait connu jusqu'en 1815. Donc, il y a une quinzaine d'années, voilà, en France, où elle est revenue en France, et puis elle va finir par mourir en exil à Frochdorf, donc auprès de son neveu, Henri V, comte de Chambord, qui lui aussi va être obligé de suivre la famille en exil. Alors si même avec Marie-Thérèse, on ne peut pas parler de règne éphémère, on voit qu'il y a des légendes qui deviennent presque éternelles, c'est son cas, mais alors c'est le cas aussi du fils de Napoléon Ier, Napoléon II, l'Aiglon, lui, il est entré dans l'histoire, pas forcément comme empereur des Français. Et pourtant, il a été empereur des Français, il a été empereur pendant, je dirais, une semaine, entre juin et juillet 1815, au moment des 100 jours. Hein. Napoléon vient d'être battu à Waterloo, là il sait que c'est fichu pour lui de manière définitive, donc il abdique, il est à l'Élysée d'ailleurs, hein, ça se passe à l'Élysée, il est revenu des plaines de Belgique, et là il abdique en faveur de son fils. Alors il hésite un peu parce que à ce moment-là, l'Aiglon, donc le roi de Rome, est, euh, est en Autriche hein, avec sa mère. Hein, il n'est pas revenu, Marie-Louise n'est pas revenue avec lui au moment des 100 jours, n'est pas revenue en France, donc il est entre les mains de l'ennemi, si l'on peut dire. Hein, donc c'est un peu délicat de proclamer un empereur Napoléon II qui réside à Vienne. Alors Napoléon, quand même, on se dit c'est un peu la dernière chance pour ma dynastie, et donc il abdique en faveur de son fils. Donc on va avoir à partir du 22 juin jusqu'à le 7 juillet, donc oui, eh bien les chambres impériales, c'est-à-dire la Chambre des représentants et puis le Sénat impérial, va, va régner, enfin va en quelque sorte exister au nom du nouveau souverain, Napoléon II, bon, qui est un souverain tout à fait, je dirais, hypothétique, puisqu'il n'est pas en France et que dehors de lui. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut parler de Napoléon II, c'est pour ça qu'on parlera de Napoléon III. Et lorsque le neveu de l'empereur reviendra au pouvoir, il ne se fera pas appeler Napoléon II, mais Napoléon III, parce qu'il jugera que son cousin Germain a véritablement régné pendant quelques jours en Un règne éphémère, jusqu'à Oui. 21 ans, mais alors une légende éternelle qui va commencer avec Rostand en 1900 et qui va d'ailleurs se poursuivre de manière incroyable encore en 1940. Oui, 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 parce que l'Aiglon, donc celui qu'on appelle l'Aiglon, hein, devient le duc de Reichstadt et il est élevé à la cour d'Autriche, chez son grand-père, hein, donc l'empereur d'Autriche. Et puis il va mourir, on le sait, très rapidement de tuberculose. Donc c'est un coup, une existence écourtée. Hein. D'ailleurs, tous ces héritiers, aussi bien Louis XVII que Chambord, que l'Aiglon, vont avoir finalement des destins assez tragiques, puisque ils étaient faits pour un règne, pour régner, ils étaient faits pour devenir des souverains, et puis finalement leur vie va se traîner, soit rapidement, soit plus longuement, mais va se traîner dans l'exil et va disparaître assez misérablement. Donc effectivement, l'Aiglon devient un personnage de légende avec la pièce d'Edmond, avec Sarah Bernard, et puis en 1940, effectivement, Hitler fait un geste étonnant, puisque dans la France occupée, dans Paris occupé, il décide de rendre les cendres de l'Aiglon qui reviennent à Paris, donc en plein hiver, et qui sont déposées donc aux Invalides à côté du tombeau de Napoléon Ier. C'est un geste apparemment pour Hitler qui voulait peut-être séduire en quelque sorte le peuple français. Ça n'a pas véritablement marché. Non, ni les Parisiens. L'Aiglon, toujours aux Invalides à côté de son. D'ailleurs, je crois que les chansonniers disaient on a besoin de charbon, il nous rend des cendres. Ce qui n'était pas tout à fait suffisant. Napoléon II, l'Aiglon, il est bien aux Invalides encore Il aujourd'hui. est aux Invalides, oui, oui. Alors, vous avez fait le choix de ces légendes éternelles aussi, et puis le choix des aventuriers qui ont rêvé d'une couronne, l'ont parfois même décroché, pour la perdre d'ailleurs aussitôt, je pense à Boris Dandor, et puis alors un personnage qui sort, pardonnez-moi du terme, un peu de nulle part, l'empereur du Sahara, Jacques Ier, Oui. Le Baudy, empereur du Sahara. Alors, Jacques Le Baudy, c'était un homme d'affaires, un richissime millionnaire français, puisque Le Baudy, c'est la marque de sucre qui existe toujours. D'ailleurs, hein, c'était les grands raffineurs.
Donc c'est une famille qui, au 19e siècle, avait fait une fortune extraordinaire dans les sucreries et qui ensuite s'était développée dans l'industrie, dans l'immobilier, etc. Donc Jacques Le Baudy était l'héritier de cette fortune, un personnage fantasque, un peu qui se promenait toujours dans des costumes un peu râpés, toujours avec un parapluie, enfin donc un personnage un peu étonnant, un petit peu, sans doute un petit peu fou, enfin mal équilibré, mais qui, au niveau des affaires, un homme d'affaires tout à fait rompu aux affaires et qui continuera la fortune familiale. Et puis alors il se dit à un moment, et c'est d'une certaine manière, là on est en 1900, hein, c'est l'époque de l'essor colonial de la France, il se dit, c'est une réflexion qui n'est pas sotte en soi, il se dit la France pourrait sans doute exploiter les richesses du Sahara parce qu'il sait qu'il commence on se rend compte qu'au Sahara, il y a des richesses minières, qu'il y aurait des choses à exploiter. Donc il se dit, il faudrait que l'on lance un grand chemin de fer transsaharien partant d'Algérie qui permettrait d'exploiter ces richesses et ensuite les rapporter sur la côte, bon, ce qui s'est fait maintenant avec la Mauritanie, etc. Bon, mais lui, Et le n'ayant conçoit. pas réussi, voilà, n'ayant pas réussi vraiment à convaincre le gouvernement français de se lancer dans l'affaire, eh ben, il se dit, et là il devient quand même un peu mégalomane et un peu mythomane, il se dit, bah, je vais créer mon propre empire. Donc il arrive avec une poignée de marins sur un yacht de plaisance sur la côte du Sahara espagnol actuel, enfin le Sahara marocain actuel, hein, la République sahraoui, enfin comme on veut, puisqu'elle est disputée entre plusieurs pays encore. Enfin, actuellement, c'est le Maroc voilà, qui l'administre. Et donc il arrive sur cette côte tout à fait désolée, il dépose ses marins, qui d'ailleurs vont se faire embarquer immédiatement par une troupe de berbères, de nomades passant par là qui vont demander une rançon pour les restituer. Enfin bon, ça va faire un scandale national. La France est obligée finalement de renvoyer une canonnière sur place pour récupérer les pauvres marins. Donc le Baudy est un peu tourné en ridicule avec son histoire d'Empire du Sahara. Il revient en France un petit peu déconfit, mais je dirais il va à partir de ce moment-là, il va complètement devenir fou. Il va se faire commander un trône en or au faubourg Saint-Antoine. Il va se faire confectionner des robes et une couronne, enfin, etc. Donc il va devenir véritablement un personnage tout à fait ridicule. Et ça sombre d'ailleurs dans la tragicomédie, puisque finalement, après la guerre, en 1919, il va être tué par son épouse au moment où il voulait violer sa propre fille pour asseoir euh, la succession et l'avenir de la dynastie. Donc tout ça se termine d'une manière assez glauque et assez triste. Mais bon, voilà, ça a été, je dirais, pain béni pour les chansonniers vers 1903 voilà, qui parlaient ou qui dessinaient, les dessinateurs de presse aussi, ont fait leur chou gras de cet empereur du Sahara. Alors, Aymon Rostand a utilisé l'aiglon comme un personnage à part entière de théâtre et de roman. Alors, il y a un autre écrivain qui a fait de même, c'est Jean Raspail. Il s'est emparé d'Antoine de Tounens, roi de Patagonie, tellement devenu un personnage de roman qu'on finit par oublier qu'il a bel et bien existé, que loin du sordide, on est plutôt dans la philanthropie. Oui, alors c'était un personnage, c'était un périgourdin, un avoué périgourdin, donc issu d'un milieu moyen, modeste, assez modeste, mais qui avait quand même des idées de grandeur, hein. Il imaginait que sa famille descendait des anciens chefs gaulois et des grandes familles du Moyen Âge. Donc cet avoué périgourdin, on est aussi à l'époque, là on est sous le Second Empire, hein, 1860. On sait que on commence à penser à créer un nouvel empire colonial. En Amérique, il y aura bientôt cette fameuse expédition du Mexique, hein, où Napoléon III va s'embourber en quelque sorte. Mais là, Antoine de Tounas se dit, il y a quand même, et là c'est une intuition qui n'est pas absolument idiote non plus, il dit au sud du continent, il y a une terre qui n'est pas vraiment revendiquée ni par le Chili,
ni par l'Argentine, c'est la terre d'Araucanie, hein, ce sont des peuplades nomades, de guerriers cavaliers, voilà, dans la Pampa, etc., du sud de l'Amérique, hein, et que les Espagnols n'ont jamais non plus véritablement colonisé, donc ils sont restés en quelque sorte indépendants, et qui luttent encore vers 1860 pour ne pas tomber ni sous la domination chilienne, ni sous la domination argentine. Donc il se dit, ben voilà, je vais aller sur place et je vais fédérer ces tribus éparses pour créer une sorte d'empire français au sud de l'Amérique du Sud. Donc il y va, et ce qui est assez étonnant, c'est que ça marche dans un premier temps, parce qu'il rencontre là une attente, hein, il y a parmi ces populations l'attente d'un sauveur qui viendrait, peut-être un Européen qui viendrait, enfin il y a des légendes qui courent, et donc je dirais, il se greffe dans ce légendaire indien, et il va pendant quelques mois être reconnu, fédéré, en quelque sorte galvanisé autour de son personnage, les énergies de ces Araucans, de ces Araucaniens. Alors ça va pas durer très longtemps, il est très vite fait prisonnier en Argentine, il va être expulsé, il va essayer de revenir à plusieurs reprises, bon, il tombe malade, et puis bon, son histoire va aussi se terminer assez tristement dans la misère en France, il revient, il n'a plus d'argent, il n'a plus de soutien, mais on se dit que si Napoléon III avait cru à cette aventure qui finalement n'était pas beaucoup plus idiote et sans doute plus réaliste que celle du Mexique, on aurait pu créer effectivement au sud de l'Amérique un petit coin de France, de Nouvelle-France, voilà, qui aurait pu prospérer avec ce roi d'Araucanie-Patagonie, qui d'ailleurs va avoir une descendance, alors pas une descendance de son propre sang, parce qu'il n'a pas eu d'enfant, mais il va désigner un successeur. Alors là, on est un petit peu dans le folklore parisien montmartrois, hein, parce que ses successeurs, ça va être des gens qui fréquentent le Chat Noir. Il va y avoir Charles Cros, qui est enfin, pardon, Antoine Cros, qui est le frère de Charles Cros, c'est le fond qui était qui a été un des fondateurs de l'industrie musicale en France, hein, et donc on va avoir comme ça jusqu'à aujourd'hui une lignée un peu baroque de princes d'Araucanie, et encore aujourd'hui un personnage qui, je dirais, mais qui lutte aussi pour la promotion de ces populations indiennes qui sont encore exploités, sous-développés, et qui sont un petit peu considérés comme des citoyens de seconde zone, ou bien aussi bien par les Chiliens que par les Argentins. Donc, ils sont un peu je dirais, une caisse de résonance de ces populations au niveau international. Voilà, moi, Antoine Tounens de Patagonie, Voilà. qui a revécu dignement grâce à Jean Raspail. Il est l'exemple le plus proche de ce que... Voilà, Jean Raspail s'en était... voilà, était le vice-consul de Patagonie. Il avait donné une fait chevaleresque cette affaire. On a tous quelque chose de patagon en nous. Allez, il faudrait évoquer les 50 portraits. Malheureusement, le temps avance. L'exemple le plus proche de nous, alors on va le prendre, c'est le roi Météor. C'est un monarque du Golfe Persique. C'est l'émir du Koweït, Cheikh Saad El Sabah. Un parcours éblouissant, une personnalité humble, 25 ans Premier ministre, mais un règne de moins d'une semaine. Et oui, parce qu'en fait, dans ces pays arabes, on a une règle de succession qui est le seignoria, c'est-à-dire on prend toujours le plus vieux de la famille pour devenir le souverain. Bon, c'était vrai d'ailleurs dans l'Empire turc, c'était vrai aussi en Tunisie, etc. Ce qui fait qu'on arrive souvent avec des souverains qui, au moment de coiffer la couronne, sont un peu à bout de souffle. Alors c'est le cas de ce Cheikh Sabah qui va avoir été Premier ministre, donc il a gouverné le pays en particulier au moment de la fameuse guerre du Golfe, de l'invasion irakienne, etc. Puis au moment de devenir émir, eh bien, il était trop fatigué, malade, et donc il a dû céder la place très très rapidement
à un autre de ses cousins. Voilà. Alors, je m'aperçois que son successeur, Sabah al-Hamad al-Jabbar al-Sabah, est mort, lui, à 91 ans, et que Oui. l'actuel émir Nouaf Abdelmal Jabbar el-Salah est né, lui, en 1937. Donc, on continue, Voilà. ce ne sont pas des jeunes, c'est comme On Biden. prend toujours le dernier de la famille. C'était vrai aussi en Arabie Saoudite, hein, où c'est encore un fils d'Ibn Saoud, le fondateur de la dynastie, qui est sur le trône. Alors, je pense qu'à la génération suivante, enfin, le successeur sera de la nouvelle génération, mais bon, il faut attendre vraiment d'avoir éclusé en quelque sorte toute la fratrie avant de passer à la génération suivante, ce qui nous donne des princes un peu cacochymes sur le trône, très souvent. Allez, de Romulus Augustule au Cheikh Saad el-Sabah, de l'Antiquité finalement à nos jours, on découvre des destins, des aventures, des mythes de la vanité, des gloires humaines, mais 50 portraits, et au milieu d'eux, un pape, le Saint-Père Jean-Paul Ier, un pape, pas un roi. Une erreur de casting. Non, parce que le pape est aussi souverain temporel, hein, surtout depuis, enfin il l'a été pendant très longtemps. Les États du pape, les États de Saint-Pierre existaient jusqu'au moment de l'unité italienne. Et puis depuis les accords du Latran dans les années 20, je ne me souviens plus de l'année exacte, eh bien l'État du Vatican est un État souverain reconnu internationalement. Donc le pape est à la fois un chef spirituel, mais aussi un chef d'État. Donc à ce titre, un chef d'État élu, mais je dirais élu à titre viager. Donc on peut en parler comme d'un souverain pontife, dit-on. Donc c'est tout à fait, il avait tout à fait sa place dans cette galerie, d'autant que je parle aussi à l'occasion d'autres papes du Moyen Âge ou de l'époque moderne qui avaient régné assez brièvement. Alors bien sûr, pour Jean-Paul Ier, il y a toute la légende et le mystère un peu autour de sa mort. Est-il mort naturellement? A-t-il été empoisonné? Bon, je pense que on peut affirmer maintenant que sa mort est naturelle. Elle est due au stress consécutif à cette élection, à une mauvaise santé. Déjà, il avait des problèmes cardiovasculaires depuis de nombreuses années. Alors évidemment, il y a eu un peu un flou autour de la découverte de son corps, parce qu'en fait, il a été découvert au petit matin par une sœur, une religieuse qui était à son service. Alors on n'a pas voulu, il y avait une espèce de pudibonderie peut-être, ou de tartufferie vaticane qui voulait pas qu'on avoue que le pape enfin qu'une femme avait pu entrer dans la chambre du pape au petit matin. Donc on a un peu caché ça, ce qui fait qu'ensuite on n'a pas... Il y a eu quelques difficultés d'explication sur la manière dont il était mort. Enfin bon, il est mort dans son sommeil de manière hélas, très naturelle. Et vous dites que c'était un bon pape. Et c'était un bon pape, c'est le pape du sourire. Je pense qu'il a régné à moins d'un mois, hein, mais il a changé quelque chose dans la manière d'être des papes. C'était un pape très simple, hein, il a tourné la page définitivement. C'est le premier, je pense, qui n'a pas porté la tiare d'ailleurs, hein, et qui a vraiment tourné la page voilà, d'une papauté qui était encore très pompeuse, etc. Lui entre dans l'ère des nouveaux papes qui sont ensuite Jean-Paul II, puis aujourd'hui François, bien sûr, encore plus peut-être, encore plus décomplexé. On va dire ça. Merci beaucoup, Philippe Delorme, de faire revivre finalement ces rois éphémères qui, grâce à vous, ne le sont plus. Merci d'avoir répondu par Skype à notre entretien, grâce à cet entretien. Merci à vous. À très bientôt. Merci, au revoir.